Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'OPCO des entreprises de proximité sur les enjeux de transition écologique et énergétique. Je me présente Nicolas Lagrange, je suis rédacteur en chef au pôle social de l'agence de presse numérique AEF Info, agence qui est notamment spécialisée dans les questions de formation, de développement durable, de RSE. Deux interlocutrices d'OPCO EP éclaireront nos échanges. Marion Béchard, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes coordinatrice de projet au sein d'OPCO EP, au sein du département ingénierie de l'offre de services. Vous êtes notamment en charge des services liés à la transition écologique et énergétique. Deuxième interlocutrice, Héloïse Cousseau, bonjour. Bonjour. Héloïse, vous êtes responsable du service études et innovation, toujours au sein du département ingénierie de l'offre de services. Au programme de ce webinaire, 3 témoignages d'entreprises, 2 témoignages de représentants de branches, des quiz à vous proposer, des infos utiles sur des outils, des dispositifs et la possibilité pour vous de poster des questions ou des contributions sur le chat en bas à droite. Alors, comment s'engager dans la transition écologique et énergétique, la TEE? Comment estimer son degré de maturité? C'est tout l'enjeu de ce webinaire. Et la clé d'entrée, Marion Béchard, c'est d'abord le conseiller ou la conseillère OPCO-EP et le pré-diagnostic appelé réflexe TEE. Oui, alors le conseiller ou la conseillère OPCO-EP, c'est vraiment la clé d'entrée. C'est l'interlocuteur, l'interlocutrice privilégiée de l'entreprise tout au long de son projet de transition. C'est lui qui, lors d'une visite, va aller dialoguer avec l'entreprise, va essayer de traduire opérationnellement son besoin et notamment grâce au réflexe, donc l'outil de prédiagnostic dont vous parliez. Le réflexe transition écologique et énergétique, c'est un prédiagnostic pour l'entreprise et c'est aussi un guide d'entretien pour notre conseiller ou notre conseillère. Pour l'entreprise, c'est un moyen de se situer, d'évaluer son niveau de maturité. Parfois, elle se rend compte d'ailleurs lors de ce prédiagnostic, lors de cette visite avec le conseiller, qu'elle a déjà fait énormément de choses pour limiter l'impact ses impacts environnementaux en fait. Elle se rend compte de tout ça et c'est un moyen pour elle de prioriser les sujets sur lesquels elle veut agir. Pour le conseiller, lui, c'est un moyen de bien identifier et de prioriser les besoins de l'entreprise. L'objectif, c'est bien sûr de l'orienter vers les services qui sont les plus appropriés pour elle, que ce soit des services OPCO-EP d'ailleurs ou des services des partenaires, puisqu'on sait que l'entreprise est ancrée sur son territoire et qu'il y a des offres de services sur tous les territoires. Pour vous donner une idée un petit peu, on a réalisé en 2025 plus de 4300 réflexes dans les entreprises. Donc, ça vous donne une idée de la dynamique de nos conseillers sur ce sujet-là. Et suite à cet entretien, donc, le conseiller, il peut proposer des solutions à l'entreprise, des solutions qui peuvent être multiples, soit un diagnostic pour aller plus loin, soit directement une formation, ou alors la mise en place, par exemple, d'actions de sensibilisation. Héloïse Cousseau, comment se présente ce réflexe TEE, cet outil d'entretien avec les entreprises? Alors, pour entrer dans le détail du réflexe TEE, l'idée à retenir, c'est qu'on est sur un outil rapide, une quinzaine de minutes, et accessible. Comme Marion l'évoquait juste avant, le réflexe TEE, il est vraiment au cœur de l'activité du conseil. C'est un outil d'aide à la réflexion. En y répondant, l'entreprise, elle va obtenir une première analyse de sa situation et surtout des propositions de pistes d'accompagnement qui vont être adaptées à ses enjeux. Donc concrètement, le réflexe TEE, c'est une trentaine de questions qui vont être structurées en 4 grandes parties. La première partie, elle va porter sur les enjeux. Donc ça va permettre de comprendre comment l'entreprise perçoit les enjeux de la transition écologique et énergétique. Est-ce qu'elle se sent concernée? Est-ce qu'elle est déjà sensibilisée? Est-ce qu'elle est motivée à agir? Ou alors au contraire, est-ce qu'elle rencontre des freins par rapport à la transition écologique? Donc, c'est ce qui nous permet de bien calibrer ensuite l'accompagnement qu'on va apporter à l'entreprise. La deuxième partie de ce réflexe, elle concerne le positionnement de l'entreprise. L'objectif, c'est d'évaluer son niveau de maturité, d'identifier les actions qu'elle a déjà mises en place et d'avoir une vision détaillée sur ses pratiques. Donc, parmi les 4300 réflexes TE qui ont été réalisés en 2025, on a plus de 1500 entreprises qui ont accepté avoir un positionnement sur leur niveau de maturité. Donc, dans ce positionnement, on aborde plusieurs thématiques.
très concrètes, donc la gestion des locaux, les déchets, les achats, la mobilité. Et donc, c'est vraiment une photographie du fonctionnement de l'entreprise par rapport à ces différents axes. La troisième partie du réflexe, donc, c'est la partie qui va concerner les axes de progression et les préconisations qui vont pouvoir être faites à l'entreprise. Donc ici, l'entreprise, elle va visualiser clairement où est-ce qu'elle se situe, quels sont les axes prioritaires d'amélioration, et puis cela permet de proposer des recommandations vraiment en lien avec son contexte. Et pas quelque chose qui va être déconnecté de la réalité. Et enfin, la dernière partie du réflexe, c'est celle qui va transformer ce prédiagnostic en action concrète. Donc, on va proposer des ressources adaptées en fonction du niveau de maturité de l'entreprise. Donc, comme l'évoquait Marion, ça peut aller du partage de ressources jusqu'à des formations ou un diagnostic approfondi. Voilà, donc en résumé, le réflexe, c'est un questionnaire rapide qui est structuré, qui est progressif. Et surtout, c'est un outil qui est très opérationnel pour pouvoir aider les entreprises à avancer dans leur transition écologique et énergétique à leur rythme et en fonction de leurs besoins. Alors, on va reprendre avec tous les participants à ce webinaire quelques questions de ce pré-diagnostic et on va illustrer ce qu'il est possible de faire avec plusieurs représentants d'entreprises qui vont apparaître à l'écran avec une maître artisan fleuriste de Loire-Atlantique, Muriel Bouquin. Muriel Bouquin, on l'aperçoit pas encore, mais on devrait la voir d'ici peu. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous avez 2 salariés, vous êtes, artisan fleuriste en Loire-Atlantique et vous êtes par ailleurs secrétaire générale adjointe de la Fédération professionnelle des fleuristes, la FFAF. On aura également une représentante syndicale CFE-CGC de votre branche, Anne-Marie Châtre, qui ne pouvait pas être présente, mais on la retrouvera tout à l'heure en vidéo. Une fleuriste d'Indre-et-Loire qui n'était pas non plus disponible aujourd'hui, mais on l'entendra tout à l'heure avec un témoignage vidéo enregistré. Et puis, on accueillera 2 représentants du groupe Réunimère. On va les retrouver à l'écran et de l'entité Réunipêche qui relève de la branche des marailleurs expéditeurs avec Joanne Seri, l'ADRH. Bonjour. Bonjour. Et un administrateur RSE qui est actuellement en contrat d'apprentissage, Joshua Mdouaouma. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots sur votre entreprise. Réunimère, c'est un groupe réunionnais qui est également présent désormais à Madagascar et à Boulogne-sur-Mer, avec des activités qui vont de la pêche, avec 18 navires, à la vente de produits de la mer, en passant par leur transformation. Vous employez 260 salariés à La Réunion, dont la moitié pour les activités de pêche. Et on entendra tout à l'heure vos témoignages. Nous aurons également l'éclairage d'une responsable du conseil d'OPCO-EP à La Réunion, Lolita Vissard, qui va nous rejoindre à l'écran. Lolita Vissard, bonjour. Alors, Lolita Vissard, on va la voir à la fois à l'écran et puis on va pouvoir entendre le son de sa voix et puis on aura également le témoignage du responsable de la coordination interservice d'OPCO-EP, qui est aussi conseiller de la branche fleuriste, vente et service des animaux familiers, Nicolas Borsarello. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, et on vous retrouvera tous tout au long de ce webinaire. Donc, Lolita, on la retrouvera tout à l'heure. Les participants, vous pourrez interagir dans l'onglet chat avec la possibilité de poser des questions ou de témoigner. Puis on évoquera également de nombreux autres exemples d'actions menées dans diverses branches et entreprises qui relèvent d'OPCO-EP. Mais tout de suite, c'est nous qui allons vous poser une question dans l'onglet sondage, un premier quiz qui vous est proposé. Un quiz, on le disait tout à l'heure, qui est issu du pré-diagnostic d'OPCO-EP, le réflexe transition écologique et énergétique que l'on vient d'évoquer. Alors, le quiz va apparaître à l'écran et sinon,
Voilà, vous pouvez aller le chercher dans l'onglet sondage en bas à droite. La question est toute simple. Avez-vous commencé à identifier les enjeux de la transition écologique et énergétique pour votre entreprise? 3 réponses possibles. Non, je commence tout juste. J'ai déjà identifié, plusieurs enjeux clés. Donc voilà, on vous laisse, le temps de pouvoir répondre et on va découvrir assez rapidement, les réponses que vous avez choisies. Donc on va vous laisser une vingtaine de secondes pour, faire votre choix, donc 3 choix possibles. Avez-vous commencé à identifier les enjeux? Non, je commence tout juste ou j'ai déjà identifié plusieurs enjeux clés. Donc vous êtes, 40 à répondre, non et donc, bah, on comprend que vous venez chercher des informations, dans le cadre de ce webinaire. Un tiers d'entre vous commence tout juste et un peu moins de 30 ont déjà identifié, plusieurs enjeux clés. Alors Marion Béchard, il y a des enjeux qui sont communs à toutes les branches professionnelles et il y a des enjeux spécifiques que les observatoires au sein de votre OPCO ont pu analyser. Oui, alors les branches professionnelles, elles sont toutes concernées, alors bien sûr avec des niveaux d'impact variables, différents. Il y en a qui sont bien sûr soumises à des réglementations environnementales qui vont évoluer, qui viennent impacter leur activité. Certaines s'adaptent à des nouvelles attentes aussi de leurs clients. On a des branches qui sont confrontées à la problématique de l'accès aux ressources, avec des ressources qui se raréfient. Donc OPCO-EP a voulu qualifier ces impacts, a voulu rentrer plus précisément dans chaque branche et bien comprendre ce qui se passait, et a donc initié 2 types de travaux avec au départ en 2024 la réalisation de notes d'analyse. Donc, sur les impacts de l'ATE dans l'ensemble de ces branches professionnelles, des branches professionnelles qui relèvent de son champ. Donc, ça fait l'objet d'une note par branche que vous retrouvez sur le site internet d'OPCO-EP. Et puis, on a eu un autre type de travaux, alors là, qui s'échelonnent dans le temps depuis 2024, qui sont des études beaucoup plus poussées, des diagnostics prospectifs. Donc là, à la demande des branches professionnelles, et notamment celles qui souhaitaient aller vraiment plus loin et structurer des plans d'action, emploi, métiers, compétences pour mieux accompagner leurs entreprises ressortissantes. Celles-ci, elles ont mis en place des plans d'action assez structurants qui comprennent des actions de sensibilisation. Ça peut être aussi la définition de critères spécifiques de prise en charge sur des formations qu'elles ont jugées prioritaires. Ça peut être aussi des travaux sur l'évolution de leur certification pour qu'elles tiennent compte des évolutions métiers, etc. Donc, nos observatoires, ils ont pu accompagner de nombreuses branches. Alors, déjà 9 diagnostics prospectifs ont été réalisés. Alors, on a eu les branches de l'immobilier, la branche de la promotion immobilière, les gardiens concierges, l'assainissement, les combustibles, et d'autres. Voilà. Ce sont des travaux très structurants, oui, pour les branches professionnelles. Alors concrètement, quels peuvent être ces enjeux liés à la TEE? On va voir un exemple avec les fleuristes, élément de réponse en vidéo, d'une représentante CFE-CGC de la branche, Anne-Marie Châtre, qui ne pouvait être présente lors de ce webinaire. On écoute son témoignage. Anne-Marie Châtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante CFE-CGC pour la branche des fleuristes, ventes et services aux animaux familiers. L'un des premiers enjeux liés à la transition écologique et énergétique pour les fleuristes est relatif aux achats et à la difficulté de se fournir localement. Expliquez-nous. Oui, c'est un gros enjeu pour les fleuristes parce qu'il y a peu de production française. Il y en a, hein, mais les productions sont limitées à certaines variétés. Euh, les Pays-Bas restent le pays européen le plus important pour se fournir en fleurs. Et puis, on trouve également des fleurs exotiques en provenant de pays africains comme le Kenya, l'Amérique latine, l'Équateur, la Colombie, avec une grosse empreinte carbone. Leurs normes de production sont souvent moins exigeantes que les nôtres en France, par exemple sur l'utilisation des pesticides. Certains professionnels se sont organisés
afin de faire face, pour promouvoir des labels français comme Fleurs de France, par exemple. Le deuxième gros enjeu concerne les emballages principalement. Oui, les fleuristes utilisent beaucoup de cellophane, d'emballage plastique transparent à usage unique. Mais depuis déjà quelques années, il y a des efforts pour réduire ces emballages et les remplacer par d'autres types d'emballages comme le craft par exemple. Sens de l'histoire, c'est proposer autre chose, même si c'est un échange culturel pour certains, un changement pardon, culturel pour certains clients. C'est important pour la branche que les organisations patronales et syndicales réfléchissent aux moyens de réduire les volumes d'emballage et plus globalement l'empreinte carbone. Merci beaucoup Anne-Marie Châtre pour votre éclairage. Je vous en prie. Voilà pour ce témoignage et on va accueillir de nouveau Muriel Bouquin qui est elle aussi fleuriste à La Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique, près de Nantes. On verra tout à l'heure ce qu'elle peut mettre en œuvre dans son magasin de fleurs avec les 2 salariés au sein de sa structure. Alors Muriel Bouquin, vous nous avez rejoint à l'écran. Quelques mots tout d'abord sur la démarche entreprise par votre organisation professionnelle, la Fédération française des artisans fleuristes, qui depuis plusieurs années publie un guide de la transition écologique. Oui, tout à fait, oui, pour mettre en avant les bonnes pratiques par rapport à notre métier. Quels exemples de bonnes pratiques, quels exemples d'actions peut-on trouver dans ce guide qui comporte une dizaine d'engagements? Je ne vais pas avoir tout en tête, hein, je suis désolée, mais les bonnes pratiques, ça va être de limiter l'usage de l'eau, par exemple, de collecter l'eau, ça peut être une pluie ou l'eau des vases, pour arroser nos plantes. Après, ça va être tout ce qui est emballage aussi, utiliser des emballages, on va dire, propres par rapport au papier cello qui a été évoqué à l'instant, et ainsi de suite, en fait. Le tri des déchets, enfin voilà, tout ce qui est… C'est ça, finalement, toutes les grandes dimensions, achat, énergie, compost, déplacement sont évoquées dans Tout à fait. ce guide. Et on vous retrouvera tout à l'heure pour voir ce que vous-même, hein, vous mettez en place. Héloïse Cousseau, quand on analyse les résultats de ces diagnostics proposés par les services, la majorité disent avoir identifié des… Oui, absolument. On a 77% des entreprises interrogées, donc près de 3300 répondants, qui déclarent que leur entreprise est impactée par les enjeux de la transition écologique et énergétique. Ce résultat, il est d'autant plus intéressant qu'on parle principalement de toutes petites entreprises, souvent des moins de 10 salariés, avec des secteurs d'activité très variés. Par contre, attention, identifier un impact, ça ne veut pas dire savoir quoi faire ni par où commencer. Et c'est là qu'apparaissent plusieurs freins qu'on voit revenir très souvent dans les retours des conseillers. Donc le premier frein, notamment, c'est celui des priorités concurrentes, le manque de temps. On a beaucoup d'entreprises qui n'ont simplement pas la bande passante. On a des dirigeants qui doivent gérer le quotidien, le développement commercial, parfois des difficultés économiques, des restructurations, etc. Et donc la transition écologique et énergétique, elle arrive derrière, même si elle est reconnue comme un enjeu. Le deuxième frein, c'est le sentiment d'être peu concerné. C'est très fréquent. On est une petite structure, on n'a pas d'impact, on ne pollue pas, ça ne nous concerne pas vraiment. Le réflexe TE, il montre pourtant que même les plus petites entreprises ont des leviers simples, concrets et souvent déjà engagés sans en avoir conscience, comme la gestion des déchets ou la réduction de la consommation d'énergie, par exemple. Et on a parfois aussi des contraintes liées à la taille, au secteur, au fait d'être locataire de ces locaux, donc ce qui limite la possibilité d'investir ou de modifier l'existant et modifier les locaux. Et enfin, pour certaines entreprises, ce sujet reste encore flou. Elles en entendent parler, elles savent que c'est important. Par contre, elles ne voient pas encore comment s'y prendre, par où commencer. Donc, ce que montrent les réflexes, finalement, c'est que la prise de conscience, elle est bien là. Les entreprises, elles identifient bien les enjeux. Par contre, ce qui manque encore, c'est le passage à l'action et c'est surtout d'avoir quelqu'un à leur côté pour les aider à clarifier, à prioriser,
à avancer étape par étape. Donc, c'est précisément le rôle du réflexe transition écologique et énergétique et le rôle de l'accompagnement proposé aussi par les conseillers. Merci. Marion Béchard, si l'on veut pousser plus loin la sensibilisation aux enjeux de la TEE, quelle que soit la branche professionnelle à laquelle on appartient, exemple d'outils qui peuvent être utilisés? Oui, alors nous avons 3 types d'outils. Le premier, c'est d'abord notre plateforme de ressources pédagogiques qu'on appelle, plateforme EdFlex, sur laquelle vous trouvez plusieurs types de contenus. Alors ces contenus, c'est peut-être des vidéos, des podcasts, des articles sur des sujets différents. Vous avez des ressources pour vraiment comprendre la transition écologique, ce qu'elle recouvre. Et puis, vous avez des ressources qui sont des ressources qui vous permettent d'approfondir certains sujets, alors que ce soit des sujets sectoriels. Par exemple, on a des bonnes pratiques dans la branche de la pharmacie, ou des sujets qui sont des sujets plus, on va dire, plus thématiques, hein, mais comment je mets en place une démarche d'achat responsable, comment je fais des circuits courts, etc. Là, vous avez vraiment tout un panel de bonnes pratiques et de ressources qui vous permettent déjà de comprendre pour agir. Ces contenus sont enrichis régulièrement, donc ça c'est aussi intéressant. Vous pouvez y aller plusieurs fois, vous trouverez des contenus différents. En second lieu, on organise aussi sur les territoires des ateliers thématiques. Des ateliers qui sont inter-entreprises. Et puis, on peut organiser des webinaires, donc là, comme nous faisons aujourd'hui, mais aussi des webinaires territoriaux, sectoriels, où là, vous retrouvez aussi de l'information et surtout où les entreprises peuvent partager leurs pratiques. Et Donc, vous trouvez… oui, pardon. non, non, et j'allais dire, Marion, vos collègues sont en train effectivement de C'est ça, poster un certain nombre de liens le lien. sur le chat pour tous ceux qui voudraient aller voir ces différentes ressources. Alors, on va vous proposer dans l'onglet sondage un deuxième quiz issu du pré-diagnostic réflexe d'OPCO EP. La question qui s'affiche est la suivante. Mesurez-vous votre consommation d'énergie, notamment l'électricité, le chauffage, et cherchez-vous d'ores et déjà à la réduire? Oui, non, ou alors vous n'êtes pas concerné. Donc là, on vous propose, voilà, en quelques mots, de répondre rapidement avec 3 réponses possibles. Donc, on va vous laisser une vingtaine de secondes pour faire votre choix. Et puis ensuite, on verra quelles sont les actions possibles euh, pour réduire, mesurer et réduire sa consommation d'énergie. Donc, voilà, les votes se poursuivent. Vous êtes à peu près 60 à indiquer que vous mesurez votre consommation. Une trentaine de pourcents ne le fait pas encore et une quinzaine de pourcents n'est pas concernée. Alors, on va retrouver à l'écran Joanne Seri, la DRH du groupe Réunimer à La Réunion. On va voir avec elle de quelle manière l'entreprise aujourd'hui agit en matière de transition écologique et de RSE. Rebonjour. Quelques exemples, Joanne Bonjour. Seri, d'actions mises en place il y a déjà plusieurs années parce que votre entreprise avait pris le tournant de la transition, il y a de ça un sacré bout de temps. Oui, ça a été une réflexion dès le démarrage pour plusieurs raisons, parce que déjà, on est sur une île, donc il faut qu'on fasse attention à notre ressource qui est le poisson. Effectivement, ce poisson, il vient de la mer, donc, et le réchauffement climatique impacte directement cette partie de la Terre. Et donc, il fallait vraiment penser le plus tôt possible à préserver cette ressource. Donc, un de nos premiers enjeux chez Réunipêche, en tous les cas, ça a été la gestion des déchets. Aussi parce que l'enfouissement des déchets, ce n'était pas pour nous une solution. Sur l'île, on est quand même limité dans ce sens-là. Et il fallait, à partir de déchets, pouvoir trouver des solutions pour faire une nouvelle matière première.
Et ça, c'est passé par quoi? Par une réflexion qui nous a conduit à faire l'achat d'une broyeuse pour réduire nos déchets, puisque le broyat de poisson va ensuite être congelé et être envoyé via des usines pour créer de la nourriture pour animaux. Et pareil, on a aussi depuis quelques années un système de compactage des déchets pour recycler tout ce qui est carton et plastique, entre autres, bien évidemment. Et puis la question de la première ressource pour travailler, qui est l'humain, a été aussi le cœur du sujet, parce qu'on est dans des métiers qui sont pas évidents, où il faut arriver très tôt, où il y a des risques de troubles musculo-squelettiques importants. Et du coup, c'est vrai que les conditions de travail sont aussi au cœur de nos sujets. C'est pour ça qu'on travaille notamment avec la CGSS pour pouvoir trouver des solutions de financement pour l'achat de nouveaux matériels, nouveaux outils qui viendraient faciliter le travail de nos collaborateurs en usine. Alors, c'est aussi passé par la mise en place notamment de rails tout au long du cheminement de l'usine pour faire circuler les poissons, qui sont des poissons pélagiques, donc des grosses pièces pouvant faire des centaines de kilos. Et on essaye aussi d'avoir une politique sociale attractive pour que les gens soient incités à aller vers ces métiers-là qui ne sont pas évidents. Donc, ça passe bien évidemment par une rémunération qui est au-dessus de la grille de la convention collective, bien évidemment, d'autant qu'à La Réunion, on a la vie chère. Et du coup, ça passe aussi par des conditions optimales pour la santé, avec de la mutuelle, de la prévoyance entreprise. Mmh. Alors, vous aviez effectué un premier bilan carbone et vous allez d'ailleurs le refaire. Qu'est-ce Bien que évidemment. révélait ce bilan carbone et de quelle manière avez-vous abordé la question plus particulière de la consommation énergétique? Alors, à notre grand étonnement, on pensait en fait que c'était nos 18 navires qui consommaient, qui faisaient le plus d'émissions, de gaz à effet de serre. Étonnamment non, puisque ce qui s'était révélé le plus important, c'était nos imports et nos exports, puisqu'effectivement, comme on est sur une île, on est obligé de faire venir un certain nombre de denrées pour nourrir la population réunionnaise, puisque notre pêche seule ne suffit pas ou n'est pas assez diversifiée pour satisfaire les Réunionnais. Donc, on essaye effectivement de limiter ou de compenser ces gaz à effet de serre émis par les imports-exports bateaux et avions, par notamment le fait de se fournir plus à proximité, notamment avec Madagascar, Maurice notamment également, où on a des imports de Mada et de Maurice, ce qui nous permet de réduire les distances. On essaye aussi de compenser quand on a des activités à Madagascar en demandant des arrêts biologiques au département pour avoir une pêche plus régulée et limiter justement la pêche à Madagascar. Ça passe aussi par la récolte d'algues. C'est une des activités les moins polluantes au monde. Donc, il s'agit effectivement de travailler avec les villageois de Madagascar et notamment avec les femmes pour leur donner une source de revenus, cultiver l'algue et ensuite pouvoir les revendre aux industries agroalimentaires ou pharmaceutiques. Un de nos enjeux, effectivement, donc pour ce défi du bilan carbone, c'est bien entendu l'énergie. Et ça a été une réflexion chez nous de voir comment baisser notre consommation énergétique. Et pour ça, alors, on a eu plusieurs phases. Donc, une phase où on est devenu totalement autonome sur un de nos bâtiments, sur une de nos chambres froides, puisqu'on produit nous-mêmes notre électricité à partir de centrales photovoltaïques. Et effectivement, sur notre usine, on a un système de management énergétique qui nous a conduit à cette fin d'année 2025 d'être certifié ISO 50001. Ouais, donc on le voit, hein, pas mal d'actions et on vous retrouvera, tout à l'heure, pour, évoquer d'autres sujets, d'autres actions que vous avez mises en place. Muriel Bouquin, dans votre magasin de fleurs, vous avez engagé plusieurs actions, progressivement pour réduire votre consommation d'eau, votre consommation d'énergie. Quelques exemples?
Alors, il y a quelques années, ben là, j'avais encore des gros projecteurs halogènes, donc qui consomment énormément. Donc, j'ai fait des travaux, on a tout passé en LED, donc on a réduit fortement la facture d'énergie. Et après, j'ai rencontré une difficulté par rapport au tri sélectif, c'est-à-dire mes déchets verts. Je n'avais pas de lieu pour emmener mes déchets verts. Puisque l'accès en déchetterie était payant. Donc, moi, il était hors de question que je paye à nouveau pour mes déchets. Donc, on a eu la chance d'avoir la construction d'une mine sur Nantes. Et là, en fait, on a une plateforme de tri et on peut amener nos déchets verts. Donc, on a investi dans des grands sacs pour emmener nos déchets verts et je les emmène une fois par semaine. Transformer, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, pour qu'ils soient valorisés. Et puis également, par la même occasion, je ramène mes plaques plastiques donc, où sont installées nos plantes. En fait, quand on achète une plaque de plante, on a cette plaque plastique qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est pareil, c'est recyclé là-bas, ainsi que tous mes cartons d'emballage. On peut recycler. Et là, prochainement, on va encore modifier notre tri. On va pouvoir aussi mettre de côté les housses qui emballent nos fleurs quand on les reçoit, pour ne pas les mettre dans les encombrants, pour que ce soit recyclé également. Enfin voilà, petit à petit, les choses se font. Oui, pas mal d'exemples, effectivement, et on en évoquera tout à l'heure d'autres. Héloïse Cousseau, l'action sur les dépenses énergétiques, est-ce qu'elle est courante aujourd'hui dans les entreprises du périmètre d'OPCO-EP, toutes branches confondues? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'action sur les dépenses énergétiques, elle fait partie des pratiques les plus répandues dans les entreprises. Ce qu'on observe dans les données issues des pré-diagnostics sur les plus de 1500 entreprises ayant bénéficié d'un positionnement, c'est que la très grande majorité de ces entreprises a déjà engagé des actions pour réduire ses consommations. Par exemple, 91% des entreprises déclarent chercher à réduire leur consommation d'énergie, que ce soit par des gestes simples, des réglages d'équipement ou des investissements plus structurants. Et dans la même logique, 73% déclarent chercher à réduire leur consommation d'eau. Donc, on voit bien que même si toutes les entreprises n'ont pas encore une stratégie formalisée de transition écologique, les actions liées à la maîtrise des consommations et donc des coûts sont déjà largement intégrées dans leurs pratiques quotidiennes. C'est souvent le premier pas, en fait, des actions simples, visibles, économiques, et qui permettent ensuite d'ouvrir la discussion vers des démarches plus globales de transition. Marion Béchard, 2-3 exemples d'actions qui ont pu être mises en œuvre dans des entreprises, dans d'autres branches professionnelles? Oui, alors effectivement, hein, comme le disait Héloïse, on a quand même différents niveaux d'action et on a eu de nombreux témoignages dans les webinaires précédents sur ce sujet-là. On a des entreprises qui se lancent dans la réalisation de bilans carbone, qui vont faire des diagnostics de leur consommation énergétique. Et puis, on a des entreprises qui cherchent d'abord et en premier lieu à réduire leurs coûts parce que c'est une priorité pour elles et donc qui mettent directement en place des actions avant de passer par quelque chose de beaucoup plus conséquent comme le bilan carbone ou la définition d'un plan stratégique. Pour vous donner un exemple concret, lors d'un webinaire précédent, nous avions eu l'intervention d'une boulangerie, de la boulangerie Florian Coulin, qui est basée en PACA, et qui, elle, nous a expliqué, lors de ce webinaire, avoir simplement investi dans des équipements moins énergivores, avec des chiffres qui sont très parlants. Elle avait investi dans un four qui était mieux isolé, et ça lui faisait gagner quand même 10% de consommation énergétique par an, ce qui est quand même assez conséquent. De la même manière, elle avait investi dans des vitrines froides plus économes. Et avec ça, elle a gagné 30 à 40% de consommation. Donc, c'est une amélioration qui est quand même assez flagrante. Et c'est une amélioration, ce qui était très intéressant, ce qu'il disait, c'est que notamment, alors oui, on a agi sur l'environnement, on a dépensé moins d'énergie, mais surtout, on a aussi travaillé les conditions de travail. Et ça, c'est assez intéressant, c'est que ce four mieux isolé produisait moins de fumée et donc les salariés ont gagné en qualité de travail par la même occasion. En quelques mots, Marion, quelles sont les ressources que l'OPCO met à disposition des entreprises?
Alors, je vais faire un focus sur deux services principaux qu'OpcoEP développe. D'abord, on a une offre de formation que nous appelons Sélection, avec une formation spécifique sur l'énergie qui s'appelle « Maîtriser sa facture énergétique ». Donc, mes collègues vous mettront le lien aussi vers l'offre de formation dans le chat. La particularité de notre offre Sélection, c'est que ce sont des formations courtes qui sont clés en main, qui sont transversales à plusieurs secteurs d'activité, qui sont jusqu'à 100% financés. Et là, dans le cadre de cette formation, maîtriser sa facture énergétique, c'est par exemple très concret. On va identifier avec les entreprises les postes de dépenses énergétiques et puis les actions qu'on peut mettre en place en parallèle. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est concret, pratico-pratique. On a aussi une deuxième offre qui est là beaucoup plus, on va dire, engageante, qui relève dans la réalisation d'un diagnostic approfondi dans l'entreprise et d'un accompagnement structuré à la mise en place d'un plan d'action, avec là un consultant expert qui intervient dans l'entreprise avec un double objectif. D'abord, construire, formater, structurer ce plan d'action transition écologique avec l'entreprise. Donc là, sur un volet très technique et environnemental, et dans un second temps ou en parallèle, travailler sur tout ce volet RH, donc pour favoriser l'engagement des salariés, mais surtout aussi pour organiser les ressources humaines en fonction de ce projet, et puis pour accompagner le management du changement. Donc, c'est un accompagnement qui dure en moyenne 5 jours, qui peut être étalé sur plusieurs mois. Et là encore, d'ailleurs, comme pour notre offre sélection, c'est le conseiller qui est la clé d'entrée pour l'entreprise pour bénéficier de ces services. Ouais, merci pour ces précisions. On va voir comment une autre entreprise, une fleuriste d'Indre-et-Loire, a pu passer à l'action sur un défi important qu'on a un peu évoqué, celui de la réduction des emballages et du choix d'emballages plus éco-responsables. On découvre le témoignage de cette fleuriste et l'accompagnement. Delphine Legler, Bonjour. vous êtes fleuriste à Langeais, en Indre-et-Loire, au pied du château, depuis maintenant 3 ans, et vous avez une apprentie en brevet professionnel. Et deuxième interlocutrice, Barbara Benedi, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère de l'OPCO des entreprises de proximité en région Centre-Val de Loire. Alors Delphine Legler, vous avez démarré votre activité de fleuriste avec plusieurs convictions fortes en matière de transition écologique et de RSE. Expliquez-nous. Oui, le développement durable et l'écologie en général sont des sujets importants pour moi. Parce que les fleurs viennent de la planète, alors il faut prendre soin d'elles, parce que sinon je n'ai plus de métier. Et j'ai fait pas mal de remplacements avant de m'installer à mon compte, et j'ai constaté que chez un certain nombre de mes confrères, il n'y avait pas du tout de conscience écologique. Donc je m'étais promis que le jour où j'aurai ma boutique à moi, je ferai différemment. Je mettrai en place le tri sélectif, je valoriserai la filière française et j'essaierai de réduire les emballages et limiter les produits qui sont un peu cracra pour l'environnement. Barbara Benedi, en avril 2024, vous avez proposé à Delphine Legler de répondre à quelques questions dans le cadre d'un questionnaire de l'OPCO, Réflexe Transition écologique et énergétique. Quel a été l'apport de cette démarche ? Alors effectivement, quand nous sommes en rendez-vous entreprise, on administre un réflexe, transition écologique et énergétique. L'objectif de ce réflexe, c'est vraiment d'évaluer en fait le niveau de maturité des entreprises sur les enjeux liés à la transition écologique et énergétique, et puis d'acquérir du coup un premier niveau de conseil de notre part en fait et d'information. Concernant en fait Madame Legler, en termes de maturité sur la question, Madame Legler a déjà mis quand même beaucoup de choses en place en fait, dans son entreprise. Elle était déjà bien avancée sur ces questions-là. Et dans le prolongement de ce questionnaire, vous lui avez permis de bénéficier quelques mois plus tard d'une prestation délivrée par la CCI du Centre Val de Loire. De quoi s'agissait-il ? Alors tout à fait. En fait, pendant ce temps d'échange lié au questionnaire, il y a une problématique qui est ressortie au niveau de Madame Legler, enfin pas une problématique, une demande de sa part. En fait, elle avait un besoin en fait de réduire son empreinte carbone sur tout ce qui était emballage plastique, notamment emballage des plantes, des fleurs.
Donc là, on était vraiment en fait sur plutôt une demande de circuit court. Alors moi, à mon niveau, je ne pouvais pas y répondre. En revanche, on est en partenariat avec la CCI du Centre Val-de-Loire, qui met en place toujours des accompagnements plus poussés, en fait, un diagnostic plus poussé sur ces questions-là, et qui permettait en fait de pouvoir répondre en fait à cette demande au niveau local. Delphine Legler, comment s'est déroulé cet accompagnement de la CCI? Qu'en avez-vous retiré? Alors, suite au passage de Barbara Benedi, la CCI m'a contactée. Ils se sont occupés de tout. Ils se sont déplacés en boutique à un horaire qui me convenait pour venir voir comment je fonctionnais et qu'est-ce qui pouvait éventuellement être amélioré. Ils m'ont posé de nombreuses questions, notamment sur l'énergie. Voilà. Donc, je leur ai donné toutes les précisions nécessaires. Ils ont monté tout un dossier, fait un bilan. Et j'avais donc cette question sur l'emballage qui était très précise et à laquelle ils n'avaient pas de réponse immédiate non plus, mais ils se sont vraiment donné la peine de faire des recherches et pour me donner le contact d'une entreprise locale qui crée des polypros qui sont coupés avec des fibres végétales. Malheureusement, c'est conditionné en beaucoup trop grosse quantité pour une petite entreprise comme la mienne, donc je n'ai pas pu donner suite, mais je ne perds pas espoir qu'il y ait des plus petits conditionnements par la suite ou que les grossistes des fleuristes puissent proposer aussi ce type de produit à l'avenir. Oui, et entre-temps, vous êtes engagé dans un label La Rose Verte, pour des emballages recyclables et recyclés. C'est ça, c'est un de mes fournisseurs Polypap qui propose des emballages qui sont issus du recyclage et qui sont également préparés. J'ai un craft personnalisé, par exemple, qui est recyclable, issu de matières végétales, naturelles et imprimé à base d'eau, donc plus respectueux de l'environnement. Et donc, ça a été tout naturel de prendre ce label. Voilà, je suis toujours en recherche de limiter les plastiques et les conditionnements, mais on avance doucement mais sûrement sur ce sujet de transition d'emballage. Merci pour vos éclairages à toutes les deux. Voilà pour ce témoignage de cette fleuriste. Alors, on va vous proposer un troisième quiz issu du réflexe TEE, troisième levier d'action. Il concerne la formation des salariés, la sensibilisation à la transition écologique. La question qui vous est posée est la suivante. Vos salariés sont-ils formés ou sensibilisés à la transition écologique et connaissent-ils les enjeux? 3 réponses possibles, oui, non, ou alors vous n'êtes pas concerné parce que vous n'avez pas de salariés. Donc, on vous propose de répondre. On va vous laisser toujours pareil, une vingtaine, trentaine de secondes pour faire votre choix. Voilà, vous êtes en train de répondre à cette question, ce levier de la formation qu'on va évoquer avec des exemples à l'appui et un focus sur les ressources de l'OPCO pour vous appuyer dans le développement des compétences de vos salariés. Donc, dans les réponses, c'est finalement assez partagé, à peu près moitié-moitié entre celles qui ont formé leurs salariés et celles qui ne l'ont pas encore fait. Alors, on va vous proposer dans la foulée une autre question. Elle a trait toujours avec la formation des salariés, mais cette fois-ci plus particulièrement à l'éco-conduite. Vos salariés sont-ils sensibilisés à cette pratique de l'éco-conduite? Même chose, oui, non, ou alors vous n'êtes pas concerné. Donc, on vous propose voilà, de répondre au quiz. Là encore, voilà, quelques-uns, une quinzaine de pourcents ne sont pas concernés. Puis ensuite, ça se répartit à peu près en deux moitiés. Un petit peu plus d'entreprises qui, pour l'instant, n'ont pas sensibilisé leurs salariés à l'éco-conduite et un peu plus d'un tiers qui l'ont déjà fait. Alors, on va retrouver à l'écran les 3 interlocuteurs de la réunion pour voir qu'est-ce qui a pu être mis en place en matière de formation. Lolita Vissard, Joshua Mdwaoma et Johan Seri. On vous retrouve tous les 3. Lolita Vissard, vous êtes, je le rappelle, responsable du conseil chez OPCO EP à La Réunion. Il y a eu des échanges entre l'OPCO et Réunipêche sur les actions possibles pour aller plus loin.
et ces échanges ont abouti à un parcours de formation de découpe des poissons pour une douzaine d'opérateurs. Expliquez-nous. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. En effet, pour mettre le contexte, en tant qu'opérateur de compétences et dans le cadre de la loi climat et résilience, l'État nous a confié la mission d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique. Alors, Réunipêche cochait déjà beaucoup de cases dans sa démarche TE-RSE. Et c'est dans la continuité de cette dynamique que le réflexe TE de COEP a pu être proposé par la conseillère en juillet 2024. Donc, cet état des lieux a permis d'orienter ensuite l'entreprise sur une formation financée par le Fonds national pour l'emploi formation, le FNE formation. Et donc, en septembre 2024, ce sont 12 opérateurs qui ont suivi une formation de 70 heures sur les techniques de découpe des poissons afin en fait de limiter le taux de rebut, de déchets des espèces transformées. Ouais, merci. Joshua Mdouaouma, vous êtes administrateur RSE au sein de Réunimer en apprentissage dans le cadre d'un master en management de la transition écologique et solidaire. Quels ont été les apports de cette formation? Eh bien, cette formation, elle avait pour objectif d'avant tout donner les bonnes techniques de découpe de ces poissons. Et cela passait donc à travers la précision du geste de découpe du poisson, donc notamment les thons. Et cela nécessitait d'avoir le bon geste, le bon outil avec un couteau bien aiguisé, que ça passe par le taillant ou le tranchant, mais aussi de préserver le corps, qui est également l'outil de travail, donc de s'économiser et de prévenir des troubles musculo-squelettiques. Mais à côté de cela, il y avait aussi un objectif donc, de réduction de déchets, notamment à travers donc, la récupération de la chair, la pulpe de poisson, qui n'est autre en fait que la chair qui entoure les arêtes, afin de valoriser en fait ces coproduits valorisables. Ouais, et donc de réduire les déchets. Parallèlement à ces formations, Joanne Seri, votre entreprise s'est lancée dans la démarche EcoVadis. C'est finalement à la fois la suite logique des premières actions et c'est aussi le souhait d'un nouveau fonds d'investissement actionnaire. Effectivement, depuis 2023, un fonds d'investissement est entré dans le groupe pour nous aider à grandir davantage, grandir dans nos pratiques notamment, en nous structurant davantage. Et un des critères de ce fonds, qui est un fonds parisien, iVest, c'est effectivement les pratiques RSE des entreprises. Et c'est vrai que nos pratiques ont été effectivement un atout pour l'arrivée de ce fonds, et EcoVadis nous permet simplement de structurer davantage nos pratiques en les formalisant, parce que c'est vrai qu'on le faisait spontanément mais sans les formaliser, et ça nous permet comme ça de les recenser et d'avoir des tableaux de bord aussi pour les suivre et toujours aller dans la continuité de l'amélioration continue de nos pratiques et comment être encore meilleur demain. Lolita C'est Vissard, important. Pardon. oui, vous vouliez ajouter Non, je veux dire que c'est très important pour nous, parce que ça nous permet de nous différencier sur le marché, cette démarche auprès de nos investisseurs, auprès de nos financiers, auprès de nos fournisseurs aussi, ou de nos clients. Donc voilà, c'est une démarche qui compte pour nous. Merci. Côté OPCO-EP, Lolita Vissard, quelles sont les solutions pour accompagner cette montée en maturité des entreprises sur la RSE en général, que ce soit via le plan de développement des compétences ou l'alternance? On voit clairement que pour accompagner cette montée en maturité, la formation elle joue un rôle clé. Et à l'OPCO-EP, ça a déjà été évoqué, tout commence avec le réflexe TE. C'est ça qui permet de faire un point sur la situation de l'entreprise, d'identifier les priorités et à partir de là, de proposer les accompagnements les plus adaptés. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Réunipêche. Et donc, une fois ce prédiagnostic posé, là, on peut mobiliser différentes solutions. D'abord, il y a les formations du plan de développement des compétences. Donc, par exemple, dans le cadre Réunipêche, il s'agissait de la formation aux techniques de coupe spécifiques qui a permis d'améliorer les rendements, de réduire les déchets, de valoriser la matière, donc un impact écologique direct.
Ensuite, il y a l'alternance qui vient compléter tout ça avec des profils qui sont capables en fait de structurer la démarche dans la durée. Et la TE chez Réunipêche, on avait un sur le métier de manager de la stratégie environnementale et RSE et un autre sur le métier de manager du développement durable. Et puis enfin, ça a déjà été évoqué par Marion un petit peu plus tôt, mais on a aussi l'offre qui est un catalogue de formations courtes, financées jusqu'à 100%, et avec des formations spécifiques à la transition énergétique, comme par exemple mettre en œuvre les éco-gestes, l'éco-conduite, comprendre les fondamentaux de la RSE. Donc voilà en cadeau comment OpcoEP peut accompagner la transition écologique des entreprises sur des sujets très concrets etc. Alors, on a eu quelques petites coupures, mais on a compris l'essentiel sur ces formations pratiques. En complément, Héloïse Cousseau, la formation des dirigeants et des salariés sur les enjeux de la transition écologique, est-ce que c'est aujourd'hui un levier particulièrement utilisé par les entreprises de toute taille et de toute branche? Oui, tout à fait. Ce que montrent les résultats des pré-diagnostics réflexes, c'est que 65% des entreprises déclarent que la direction est déjà formée ou connaît les risques et les enjeux liés à la transition écologique. Donc, c'est un point clé, puisque quand les dirigeants sont sensibilisés, le sujet avance beaucoup plus facilement au sein de l'organisation. Et donc, on observe aussi que la mise en place des formations fait clairement partie des axes prioritaires sur lesquels les entreprises souhaitent agir. On a environ 20% d'entre elles qui identifient la formation comme un levier essentiel pour progresser. Et donc embarquer l'ensemble de leurs équipes. Donc oui, la formation, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'installer comme un outil central, à la fois pour mieux comprendre les enjeux, mais aussi pour donner aux dirigeants et aux salariés des moyens d'agir concrètement dans leur quotidien professionnel. C'est d'ailleurs à partir de ces retours qui ont été recensés à travers le réflexe que l'OpcoEP a mis en place son catalogue de formation sélection qui a été évoqué précédemment. Muriel Bouquin, vous êtes vous-même formée et avez utilisé des formations pour vos salariés? Moi, j'ai été formée, pas mes salariés en particulier. Mon programme de futures formations sur l'utilisation des réseaux sociaux, et après, elles font des formations, mais plus techniques liées à la fleur. Donc, moi, j'ai suivi une formation RSE sur 9 mois à peu près avec la Chambre de métier. C'était très dense. Alors, par rapport aux personnes là, qui sont connectées, moi, j'ai une petite structure et j'étais mélangée avec d'autres entreprises, avec plus de personnes. Au début, j'étais un peu réticente en me disant, mais moi, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Enfin, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mon entreprise, elle est trop petite et tout. Et en fait, on se rend compte qu'à notre échelle, on peut faire avoir des petits gestes, des petites choses à mettre en place et effectivement avoir aussi notre rôle à jouer pour notre planète. Merci. Alors, on va aborder une autre thématique, celle des achats, et on a un 5e quiz à vous proposer, un quiz autour de votre stratégie d'achat. Donc, la question va apparaître à l'écran. Privilégiez-vous les fournisseurs locaux ou les fournisseurs en circuit court? Oui, non, ou alors vous n'êtes pas concerné. Voilà, on vous propose de donner votre avis et de renseigner en cochant l'une des 3 cases. Donc, on vous laisse une quinzaine de secondes pour répondre. Là, c'est finalement la stratégie d'achat. Achats locaux, on pourra aussi parler d'achats durables quand les achats locaux ne sont pas possibles, avec des exemples de pratiques, d'actions, de leviers, de ressources. Les 3 quarts d'entre vous, parmi les participants connectés, répondent que vous privilégiez les fournisseurs locaux ou en circuit court. 15% ne sont pas concernés et 11% ne les privilégient pas. Alors, on va voir un exemple d'action, même plusieurs exemples d'action dans un certain nombre de branches. Nicolas Borsarello, vous êtes responsable de la coordination interservice d'OpCo EP. Alors, on va vous apercevoir à l'écran. Nicolas Borsarello qui va nous rejoindre d'ici une poignée de secondes. Donc, vous êtes conseiller, je le disais tout à l'heure, de la branche
fleuriste, vente et service des animaux familiers. La branche a décidé d'aller plus loin dans la connaissance des enjeux, dans les actions à mettre en place, avec un enjeu très important, notamment par rapport aux productions françaises qui ne sont pas encore très, très importantes, un enjeu important par rapport à l'import. Par quoi va se traduire ce souhait d'aller plus loin? Bonjour à tous. Oui, la branche, tout d'abord, c'est un peu plus de 8000 entreprises, donc c'est assez conséquent. Et la volonté, on le voit, c'est de mener une étude à partir de laquelle la branche va lancer un plan d'action sur le sujet de la transition écologique et environnementale, et un plan d'action qui sera proposé aux entreprises autour de l'année prochaine. L'idée de l'étude, c'est qu'aujourd'hui, si on parle des fleuristes, on voit qu'on l'a entendu aujourd'hui, beaucoup ont fait leurs propres constats au sujet de la transition écologique et environnementale, ont adapté leurs pratiques, notamment des gestes vertueux en matière de gestion des déchets. Mais la branche anticipe aussi sur le sujet de l'ATE de vrais grands dangers pour le secteur. Partout sur le globe, avec le changement climatique, il y a des tempêtes de plus en plus fréquentes, des inondations. Je crois qu'une bonne partie de la Bretagne est inondée ce matin. Et tout ça va perturber la production horticole en France, mais dans d'autres pays, et peut-être limiter la disponibilité des plantes, la hausse des coûts de l'énergie, ça augmente la hausse des coûts des transports, des producteurs. Il y a des normes sur les produits phytosanitaires. Donc, il peut y avoir des coûts qui seront répercutés pour les fleuristes dans les coûts d'achat. Enfin, voilà, il y a toute une galaxie d'une part de bons gestes qui existent déjà, mais qu'on peut mutualiser, mais aussi de vrais dangers liés à la TE. Et le rôle de la branche, c'est de mesurer ces dangers, les quantifier, les catégoriser, et après, au travers de formations, au travers de différentes actions, de sensibilisation près des entreprises, mettre en place véritablement un plan d'action, comme j'ai pu accompagner pour d'autres branches, pour faire face à ces transitions, et faire évoluer les pratiques grâce à de la formation, grâce à une prise de conscience collective. Voilà, donc une étude courant 2026 et la mise en œuvre d'un plan d'action en 2027. Merci pour ces éléments. Héloïse Cousseau, sur ces enjeux plus particulièrement d'achat durable, quelles sont les pratiques des TPE-PME qui ont répondu au pré-diagnostic d'OpcoEP? Oui, sur la question des achats durables, on observe des tendances intéressantes parmi les plus de 1500 TPE-PME qui ont bénéficié d'un positionnement. D'abord, une donnée forte, 66% des entreprises déclarent privilégier les fournisseurs locaux ou en circuit court. Donc, c'est vraiment la pratique durable la plus courante dans le domaine des achats. Et elle est souvent motivée à la fois par des raisons environnementales, économiques et relationnelles, notamment pour maintenir un lien de proximité avec leurs fournisseurs. Et donc, au-delà de cette pratique, on voit que beaucoup d'entreprises cherchent aussi à mieux maîtriser l'origine de leurs achats, à favoriser des produits ou des matériaux plus responsables ou à réduire les déchets liés aux approvisionnements. Donc, même si toutes ne formalisent pas encore une vraie politique d'achat durable, il y a quand même une prise de conscience qui progresse et surtout une volonté de s'emparer du sujet dès que cela reste compatible avec leur activité et leur marge de manœuvre. Merci Marion Béchard. Un ou deux exemples en quelques mots de ressources que l'OPCO met à disposition des entreprises? Oui, alors on a deux ressources prioritaires. D'abord, on a des demandes de formation, parce que ça demande une agilité d'acheter différemment, ça demande d'être en veille continue sur les fournisseurs, etc. Et dans ce cadre, on a notre offre sélection qui s'appelle Acheter de manière responsable. Donc là, vous aurez aussi le lien dans le chat. Et nous avons toujours, bien sûr, si vous voulez des informations vous sensibiliser sur le sujet, etc., sensibiliser les équipes. Nous avons toujours la plateforme de ressources pédagogiques avec des exemples de pratiques concrètes. Donc là aussi, mes collègues vont vous mettre le lien dans le chat. Merci beaucoup. Alors, on passe au 6e quiz qui figure dans les questions du réflexe TEE. On a déjà commencé un peu à aborder cette question-là.
Ça va apparaître sur votre écran. Est-ce que vous recyclez, est-ce que vous valorisez vos déchets? Donc, question qui est posée, est-ce que vous recyclez ou valorisez vos déchets? Oui, non, ou vous n'êtes pas concerné. On va voir ce que vous répondez, puis on illustrera avec nos participants les pratiques qu'ils mettent en œuvre en la matière. Donc, vous êtes les 2 tiers des participants connectés à répondre que vous recyclez ou vous valorisez, et un tiers ne le fait pas encore. Alors, on va se tourner vers les représentants du groupe Réunimer. Joanne Seri, vous avez déjà mis en place des actions pour valoriser les déchets de la mer, pour recycler les déchets, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais aussi pour faire émerger de nouveaux débouchés. Votre Pardon. micro Oui, est bonjour, désolée. Oui, effectivement, alors c'est une démarche d'amélioration continue, comme je le disais. Donc, on réfléchit sans cesse à pouvoir valoriser nos déchets. Donc, effectivement, il y a des procédures qui sont clairement installées, comme effectivement la broyeuse, on en a parlé. Récemment, on a mis en place effectivement le fait de gratter la pulpe de poisson au niveau des arêtes, pouvoir vraiment la récupérer et la retravailler. Et c'est vrai qu'on a vu comme ça que on pouvait récupérer plusieurs centaines de kilos de chair pour le traiter ensuite et en faire des rillettes de poisson notamment, donc un nouveau produit, puisqu'on est aussi sur la seconde transformation. Et effectivement, l'arête centrale qui reste pour la production de denrées alimentaires pour les animaux. Mais on expérimentalise pas mal aussi de projets divers, notamment, c'est en cours, hein, mais notamment peut-être le fait de faire du cuir à base de peau de poisson. En tout cas, on a déjà eu des premiers échantillons qui étaient assez concluants. Donc, on espère pouvoir continuer. Et après, voilà, on essaie de faire ce qu'on peut puisqu'on est sur une île et un peu limité dans notre contexte, mais en tous les cas, toutes les pistes qui peuvent être mises en place, on les étudie. Et il y a de nouvelles pistes, Joshua Mdwauma, dans le cadre de la démarche EcoVadis pour valoriser les déchets. Quelques illustrations à nous partager? Eh bien, tout à fait. Donc, on peut voir la valorisation sur 2 plans. Donc, tout d'abord, la valorisation de ces déchets organiques, donc notamment à travers la récupération de la pulpe de poisson. Donc, les perspectives seraient donc de faire un réel état des lieux en pilotant donc un taux de perte des déchets et avec donc des objectifs de réduction à la clé, permettant ainsi de construire un plan d'action vis-à-vis de ces mêmes coproduits, ce qui nous permettrait sur le long terme de réduire à la source le gaspillage alimentaire produit par Réunimer. Et ensuite, donc, deuxième aspect, la valorisation des déchets non organiques produits. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi valoriser tout le verre consommé qui est perdu, les bidons de nettoyage vides, les palettes usagées, mais aussi les bacs de marée usés, en donc les travaillant avec les filiales dédiées locales, permettant ainsi d'accroître, on va dire, la gestion des déchets sur l'île. Ouais, merci beaucoup. Plusieurs nouveaux axes donc d'ores et déjà identifiés. Sur ces enjeux des déchets, recyclage, valorisation, Héloïse Cousseau, comment se situent les TPE-PME qui ont répondu aux réflexes d'OpCoEP? Oui, donc sur les enjeux liés aux déchets, que ce soit en matière de tri, de recyclage ou de valorisation, le réflexe TEE montre que les TPE-PME sont déjà très largement engagés. D'abord, donc 89% des entreprises déclarent avoir mis en place le tri sélectif. Donc là, c'est vraiment une pratique aujourd'hui quasiment généralisée, quelle que soit la branche d'activité. Et puis ensuite, 71% d'entre elles valorisent ou recyclent leurs déchets spécifiques. Donc déchets dangereux, déchets de production ou matières qui nécessitent une filière particulière. Donc, ça montre vraiment une volonté d'aller plus loin que le geste de tri de base, en s'inscrivant dans une démarche plus structurée. Et ce qui est intéressant, c'est que le recyclage des déchets fait partie du top 3 des axes prioritaires que les entreprises souhaitent renforcer. Donc, pour beaucoup, c'est perçu comme un levier concret, visible, facile à mettre en œuvre pour progresser dans leur transition écologique. Donc voilà, globalement, sur la thématique des déchets, les entreprises sont déjà bien engagées et elles veulent aller plus loin. Merci Marion Béchard. Quelques exemples, 1 ou 2 exemples peut-être dans une autre branche professionnelle, un autre secteur d'action mise en place sur les déchets?
Oui, alors j'ai l'exemple qui me vient, hein, c'est l'entreprise Fournials Motoculture qui était intervenue dans un webinaire précédent aussi et qui, elle, avait structuré une démarche de gestion des déchets avec la mise en place notamment du tri, hein, le tri des machines, les pièces, les matériaux. Et cette entreprise, elle avait témoigné sur la valorisation financière de ces matières recyclables. Donc, les déchets qui génèrent des recettes étaient utilisés pour financer le recyclage de déchets coûteux. Ça, c'était assez intéressant puisque l'objectif, c'était d'arriver à un bilan financier neutre, en fait, du recyclage. Et cette entreprise, en parallèle, avait mis en place des routines quotidiennes avec ses salariés, avec le recyclage systématique, le remplacement du papier par des chiffons réutilisables, la réduction drastique des poubelles tout venant. Donc, dans cette entreprise, le déchet, il est vraiment vu comme une ressource, pas comme une charge. Et c'est ce qui a été un peu sympathique à partager. En parallèle, elle avait formé et sensibilisé ses salariés sur le sujet. Donc, c'était engageant aussi pour les salariés. Ça a eu un impact direct aussi sur la clientèle, puisque les salariés savaient mieux parler de tout ça à leurs clients. Et puis, cette clientèle qui, d'autant plus, était de plus en plus sensible aux démarches éco-responsables de l'entreprise. Donc, pour l'entreprise, ça a été aussi un moyen de se différencier par rapport à sa concurrence. Et cette entreprise a bénéficié en plus après d'un accompagnement, alors pour faire tout ça, hein, et puis dans la continuité d'un accompagnement TE-RH, donc Green Me Up, hein, c'est une entreprise qui est basée en Occitanie et qui a un accompagnement sur mesure. Et via cet accompagnement, elle a pu travailler sur sa stratégie et aller jusqu'à la sensibilisation et l'information de ses salariés. Ouais, merci pour cet exemple. Alors, on va vous proposer un 7e et dernier quiz avant de conclure ce webinaire. La question est toute simple, elle vous est proposée par les organisateurs de cet événement. Souhaitez-vous être accompagné par un conseiller OPCO EP pour aller plus loin? Donc oui à court terme, première réponse, oui à moyen terme, seconde réponse, ou non. Donc 3 réponses possibles et voilà, on vous propose de répondre tout de suite dans cet onglet sondage sur vos souhaits à court ou moyen terme. Ah, voilà, vous êtes à peu près une moitié, bon, les votes sont toujours en cours, mais une moitié de participants connectés qui souhaitent un peu plus d'une moitié, 56%, être accompagnés à court ou moyen terme, Marion Béchard. Donc à peu près, ouais, Excusez-moi. 50%, oui. Donc, suite à ce sondage, hein, bien sûr, les entreprises qui souhaitent être contactées par leurs conseillers, sachez qu'elles vont être contactées. Peut-être vous rappeler simplement les 4 services dont on a parlé tout au long de ce webinaire. Le conseiller, hein, qui est vraiment l'interlocuteur privilégié et qui, via sa visite ou pendant sa visite avec votre entreprise, va vous aider à vraiment bien prioriser, structurer les actions à mener en fonction de vos priorités. Sur le volet plutôt sensibilisation, information sur les différentes thématiques, les enjeux sectoriels, notre plateforme de ressources pédagogiques EdFlex, donc avec des ressources en fonction des besoins. Notre offre de formation, sélection, donc avec, comme on l'a dit à plusieurs reprises, hein, ce sont des formations courtes qui sont flexibles, qui peuvent se passer en présentiel, en distanciel et qui sont prises en charge jusqu'à 100%. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et puis, le diagnostic accompagnement qu'on appelle TERH, donc Transition écologique RH, lorsque l'entreprise souhaite formaliser un plan d'action opérationnel et être appuyée par un consultant dans sa mise en œuvre. Voilà, donc pour bénéficier de tous ces services, bien sûr, je vous invite à prendre la tâche de votre conseiller, de votre interlocuteur sur le territoire. Merci Marion Béchard. C'est la fin de nos échanges. Merci beaucoup aux intervenants pour leur disponibilité en amont pour préparer et aujourd'hui même. Merci à vous participants. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.